Les couches socio-professionnelles, notamment les organisations de la société civile et les organisations syndicales, étaient à la présidence de la République. Elles ont présenté leurs meilleurs vœux de nouvel an 2014 au président de la République, chef de l'État, cet après-midi même. Les examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe ont été supprimés à compter de la session 2013-2014. L'annonce a été faite ce matin par le directeur des examens scolaires, des concours professionnels et de l'orientation du ministère de l'enseignement primaire. Ces diplômes restent sans aucune valeur marchande de nos temps. Ligue 1 Orange, derby à Zender entre Al-Khali Nassara et Espoir Football Club au stade Léon Didi Monzo. Une rencontre âprement disputée devant un public passionné. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal de 20h30. Poursuite ce jour de la série de présentation de vœux de Nouvel An 2014 à la présidence de la République. Le président de la République, chef de l'État, a reçu cet après-midi les vœux les meilleurs des organisations de la société civile et des organisations syndicales. Cérémonie conviviale à laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris part. La deuxième fois que nous nous retrouvons en début d'année à nous retrouver avec le président de la République pour lui présenter les vœux de Nouvel An et souhaiter qu'il puisse être dans la position de travailler à assumer le plus correctement du monde et sa mission.
du président de la République. Comme vous le savez, ce n'est pas une mission facile, c'est une mission très exaltante. La Constitution fait une large place à la responsabilité présidentielle et nous souhaitons vivement qu'il soit dans la position d'être capable de l'assumer en incarnant véritablement l'unité nationale, en garantissant l'unité nationale et en travaillant à protéger les intérêts de la nation partout où besoin sera. C'est ce que je venais de le dire tout à l'heure. Et c'est notre souhait en tant que citoyen. En ce qui nous concerne, nous estimons que c'est bien joué aussi de sa part d'avoir initié cette démarche qui lui permet de rencontrer toutes les couches socio-professionnelles, toutes les institutions et pour pouvoir se donner la main. Parce que se donner la main, c'est important dans la vie des hommes. Et je crois que pour un pays qui recherche la paix, et le calme et la tranquillité, je pense que c'est une bonne chose. La signification que nous donnons à cette cérémonie, c'est que ça témoigne du bon partenariat que le président de la République et au-delà l'ensemble du gouvernement veut entretenir avec les organisations de la société civile en général et particulièrement les organisations syndicales. Nous pensons que ce genre de rencontre à l'occasion du Nouvel An est une bonne chose. Ça permet à ce que l'on comprenne que entre les organisations syndicales et les responsables politiques du pays, il n'y a pas une adversité, c'est plutôt un partenariat. Et quand vous êtes partenaire, ça veut dire que vous vous complétez. Chacun a une mission, mais la mission de l'un complète la mission de l'autre. Donc nous pensons que c'est véritablement une bonne chose que le président ait initié ce genre de rencontre-là. Nous souhaitons que ce genre de rencontre puisse continuer. Ça permet de renforcer quand même la fraternité entre les Nigériens, quoi qu'on dise, quel qu'en soit le rôle que nous jouons dans nos structures ou que le rôle que lui il joue en tant que président de la République. Nous sommes tous des Nigériens et l'intérêt du Niger est au-dessus de tout autre intérêt. Et nous sommes tous liés pour que l'intérêt du Niger puisse être mis en avant. Et l'intérêt du Niger ne pourrait être défendu que quand on sent qu'entre les acteurs sociaux et les acteurs politiques d'un pays, il y a une convergence dans les idées, une convergence dans les actions. Je pense qu'au niveau des organisations syndicales, nous saluons cette initiative. La première dame, Hajia Aissata Issoufou, quant à elle, procédait ce matin à la pose de la première pierre pour la construction d'un siège, d'une mosquée et d'un centre socio-éducatif pour orphelins, une initiative de l'association islamique Al-Islam Kitab Sunna qui vise à soutenir les orphelins de la communauté urbaine de Niamey. Saadi Sanda, Sani Issoufou. Par ce geste, la première dame vient de lancer le démarrage des travaux de construction du complexe socio-éducatif pour orphelins. Ce complexe qui abritera le siège, une mosquée de vendredi, un centre socio-éducatif, un centre de santé avec une salle de réunion, une bibliothèque ainsi qu'une case de passage et des dortoirs pour orphelins, et l'œuvre de l'association islamique Al-Islam Kitab Sunna avec l'appui des autorités de la 7e République et la première dame Hajia Aissata Issoufou qui a toujours œuvré aux côtés des personnes vulnérables à travers sa fondation Gouri Vie Meilleure. Al-Islam Kitab Sunna est une organisation qui œuvre pour le rayonnement de l'islam à travers l'enseignement, la prédication et la bienfaisance et elle compte la réalisation de plusieurs mosquées, médersa et complexes dans certaines localités du pays. Excellence la première dame, mesdames et messieurs chers invités, le prêche tenu tout récemment à Niamey a été organisé dans ce cadre et a permis de mobiliser des contributions en espèces, plus de 60 millions de francs CFA, et en nature des tonnages de ciment et de fer, destinés à la construction sur ce terrain d'un complexe devant abriter le siège national, une mosquée et un centre socio-éducatif. C'est l'occasion de remercier une fois de plus la première dame, le ministre d'État à la présidence, M. Albadi Abouba, et tous les généreux donateurs, qu'Allah accepte leurs œuvres. Amin.
Ensuite, une motion spéciale a été dite en faveur du ministre d'État à la présidence de la République, Albadé Abouba, qui a offert gratuitement ce terrain pour la construction de ce complexe, une initiative saluée par le maire du 4e arrondissement de la ville de Niamey, au nom de toutes les populations de la zone et des bénéficiaires en particulier. En tant que musulmane, la première dame n'a pas manqué de féliciter les généreux donateurs avant de lancer un appel aux bonnes volontés. Je souhaiterais que tout Nigérien puisse apporter sa contribution, aussi petite qu'elle puisse être. Tous les musulmans le savent, que amener son appui dans la construction de ce genre de bâtiment, nous avons une grande récompense dans l'au-delà. Il ne reste plus qu'aux uns et aux autres de se prononcer par rapport à leur contribution, car le montant de financement est évalué à 300 millions de francs CFA. Et à l'occasion de la célébration de la fête musulmane de Mouloud prévue dans la nuit du dimanche au lundi 13 janvier prochain, le Conseil islamique du Niger a rendu public une déclaration. Il s'agit pour le CIN de donner des précisions sur la date de célébration. Bismillahirrahmanirrahim. Déclaration du Conseil islamique du Niger concernant la célébration du Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'année 1435 de l'Hégire, correspondant à l'année 2014. Chères sœurs et chers frères nigériennes et nigériens, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Conseil islamique du Niger a l'honneur de vous informer que le croissant lunaire du mois musulman Rabi'ul Awwal de l'année 1435 de l'Hégire a été aperçu dans les régions d'Agadez et Zender le soir du mercredi 1er janvier 2014, ce qui signifie que le jeudi 2 janvier 2014 constitue le premier jour du mois musulman Rabi'ul Awwal pour l'année hégirienne de 1435. À cette occasion, il est important de rappeler que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été né à la Mecque le 12e jour de ce mois musulman Rabi'ul Awwal en l'an 570 du calendrier chrétien. Étant donné donc tout cela, il est à souligner que la célébration du Mawlid sera effectuée dans la nuit du dimanche-lundi qui constitue le 12e jour de ce mois de Rabi'ul Awwal et qui correspond au 13 janvier 2014. À cet effet, il est à affirmer que cette date de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est très importante. Il est donc nécessaire que les ulémas musulmans profitent de cette occasion pour rappeler aux musulmans, hommes et femmes, l'histoire glorieuse de l'islam et de son prophète, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car tout cela est de nature à rappeler à la Ummah islamique son histoire ancienne et sa personnalité culturelle très importante, ce qui renforce l'importance qu'ils doivent accorder à l'islam, ses enseignements de base et sa culture éternelle. À cette occasion historique, le Conseil islamique du Niger félicite tous les Nigériens, hommes et femmes, pour l'importance qu'ils accordent à cette heureuse occasion qui leur rappelle leur grand devoir de respecter les enseignements de base de l'islam. Enfin, nous prions Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il accorde à notre cher pays, le Niger, la paix, la concorde, la sécurité, le développement, la prospérité et le progrès dans tous les domaines utiles de la vie. Amin.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, le Conseil islamique du Niger. Et le personnel du ministère en charge de la défense nationale par le biais du secrétaire général du ministère, le général de brigade Djibo Tahirou, a présenté ce matin ce vœu de nouvel an au ministre de la Défense nationale, Karidjo Mamadou. C'était dans l'enceinte du nouveau bâtiment annexe du ministère de la Défense nationale et en présence du chargé d'affaires de l'ambassade du Pakistan au Niger et de plusieurs hauts gradés des forces armées nigériennes, notamment le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba. Le ministre de l'équipement Ibrahim Nomo a présidé quant à lui ce matin la réunion annuelle avec les cadres de son département ministériel. Il s'agit d'une réunion de coordination devant permettre aux participants de faire le bilan des activités de l'année écoulée et établir le programme 2014. Isaka Issa, Oumojemila Moudachur. Cette réunion regroupe autour du ministre de l'équipement Ibrahim Nomo les cadres centraux et régionaux de son département ministériel. Au centre des échanges, la coordination des activités à exécuter durant l'année 2014. C'est pourquoi les participants feront d'abord le bilan de l'exercice écoulé au plan de l'entretien routier et de la mise en œuvre du programme du gouvernement dans le domaine des infrastructures de transport en vue d'en tirer des leçons. Cette réunion, en plus qu'elle constitue un cadre d'échange d'expériences en vue d'améliorer la qualité de service de notre administration et répondre à l'attente des citoyens, elle offre aussi l'opportunité d'aborder avec responsabilité certaines préoccupations importantes de l'heure. Les autorités de la 7e République, à travers le programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont fait de la promotion des infrastructures de transport une de leurs priorités majeures. La mise en œuvre de cette nouvelle vision se poursuit activement avec plusieurs chantiers déjà achevés, en cours d'exécution et en étude, qu'ils soient dans le domaine des routes bitumées ou en terre. Il nous faudra donc dépasser la méthode mécanique d'entretien basée chaque année sur les mêmes méthodes d'intervention. Je vous demande par conséquent de faire preuve d'ingéniosité dans la définition et la programmation des travaux, de façon à retenir prioritairement ceux qui nous permettent de circonscrire autant que faire se peut les désagréments causés aux usagers, particulièrement pendant les saisons pluvieuses. Vous devez également redoubler de vigilance dans la surveillance de vos réseaux routiers respectifs et procéder en particulier à des inspections régulières des ouvrages d'assainissement afin d'anticiper sur les réparations des désordres constatés plutôt que d'attendre leur effondrement vous obligeant à recourir aux travaux d'urgence plus onéreux. Même si le budget 2014 alloué au ministère a été revu à la hausse, il n'en demeure pas moins que cette année, les défis sont énormes. Le budget de l'entretien routier, exercice 2014, bien qu'en nette augmentation par rapport à celui de 2013, reste encore nettement en deçà des besoins pour assurer un entretien courant minimum du réseau évalué à 4 214 km de routes bitumées et 6 543 km de routes en terre, sur un total de 18 949 km, donc 4 214 km de routes bitumées, 6 543 km de routes en terre et 8 190 km de routes sommaires. Durant les 24 heures qui dureront ces échanges, des propositions concrètes sont attendues afin que le ministère puisse atteindre les missions qui lui sont confiées. Une réforme des examens du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD et du certificat d'études de primaire élémentaire franco-arabe CEPE-FA vient d'être adoptée par notre pays à compter de cette session 2013-2014. L'annonce en a été faite ce jour par le directeur des examens scolaires, des concours professionnels et de l'orientation du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique à travers une conférence de presse. Cette réforme est la suppression des examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe dont le diplôme reste sans aucune valeur marchande de nos temps. Soumela Ibrahim et Bachir Harouna.
longtemps en balbutiement, avec pour entre autres objectif de se conformer aux dispositions de la Lausanne qui stipule en son article 2 que l'État garantisse l'éducation aux enfants de 4 à 18 ans, puis l'objectif de la scolarisation universelle complète, le souci de l'intégration de l'espace UOMOA, la faible valeur marchande des diplômes du CFEPD et du CEPEFA, ensuite et surtout l'engagement pris par le chef de l'État de rendre l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de 16 ans, la réforme supprimant les examens du CFEPD et du CEPEFA est enfin adoptée avec plein d'avantages. Cette réforme a pour avantage une plus grande crédibilité du système éducatif, une réorientation des moyens traditionnellement utilisés vers la formation continue des enseignants. Une plus grande attention est accordée aux acquis des élèves par les encadreurs pédagogiques. Il n'est plus question de préparer les élèves à un examen, mais il faut les préparer à être capables de poursuivre leurs études et leur formation. Donc, plus d'examens de CFEPD et de CEPEFA, et en lieu et place une série d'évaluations trimestrielles. La première composition est laissée à l'initiative du conseil de maître, la deuxième à l'initiative de l'inspecteur et la troisième à l'initiative du directeur départemental. La moyenne annuelle est calculée de la manière suivante. Moyenne de composition du premier trimestre, plus la moyenne des compositions du deuxième trimestre, plus la moyenne de la composition du troisième trimestre divisé par 3. Comme à l'ancien système, les élèves méritants seront bel et bien orientés. Il sera créé des commissions régionales d'orientation. Les élèves ayant obtenu 5 de moyenne sur 10 seront orientés dans les collèges d'enseignement général ou dans les centres de formation professionnelle et ou de jeunesse, sport et culture. Les élèves n'ayant pas obtenu 5 sur 10 redoublent. Les élèves ayant épuisé leur scolarité sont orientés dans les centres d'apprentissage appuyés. Toutes ces dispositions requièrent l'avis des parents. Donc, pas d'exclusion. Cette réforme entrera en vigueur dès la présente session. Nous y reviendrons en partie magazine sur ce sujet. Et relativement à la rétrospective de l'année 2013, ce soir, nous vous proposons la revue sur la santé, l'un des secteurs prioritaires des autorités de la 7e République. À cet effet, plusieurs réalisations ont été faites au cours de l'année écoulée. Le rappel avec Sadi Sanda. Le renforcement du système de santé au Niger, l'amélioration de l'état de santé et du bien-être social des populations vulnérables, l'une des préoccupations majeures des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Ainsi, plusieurs actions ont été mises en œuvre au cours de l'année 2013 par le gouvernement à travers le ministère en charge de la santé, dont l'objectif primordial est d'améliorer la santé des populations en vue de l'atteinte des OMD liés au secteur et d'offrir des soins et services de qualité à la population, en particulier celles vulnérables. On ne peut pas parler d'action sans faire cas du plan de développement sanitaire PDS 2011-2015 qui vise à dresser le bilan de toutes les réalisations faites dans le domaine pour l'année 2013 pour la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Les principales réalisations sont, entre autres, l'organisation des ateliers et séminaires de formation, d'information et de sensibilisation des médecins et autres agents de santé sur l'éradication et la lutte contre certaines maladies faisant l'objet de surveillance intégrée. L'organisation des journées de lutte contre des maladies, notamment le paludisme, le sida, les cancers féminins, le diabète pour ne citer que celles-là. À cela s'ajoutent les campagnes de proximité de chirurgie de cataracte et des passages de journée nationale de vaccination contre la polio,
des campagnes de masse de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et des cancers dans les régions de Tillabéri, Dosso et Maradi. L'approvisionnement régulier par le ministère en charge de la santé et des formations sanitaires publiques en médicaments, en réactifs et consommables, y compris les antirétroviraux et intrants thérapeutiques pour les malnutris. Les autorités sanitaires ont également réceptionné au cours de cette année qui vient de s'écouler les travaux de construction de plusieurs maternités dans la communauté urbaine de Niamey. Elles ont aussi finalisé des études architecturales et techniques pour la reconstruction des hôpitaux de district, la réhabilitation de plusieurs centres de santé intégrés et la transformation de cases de santé en centres de santé intégrés sur toute l'étendue du territoire. Autre chose non moins importante, la poursuite des travaux de plusieurs chantiers, notamment les cases de santé, les hôpitaux de district, les hôpitaux de référence. Le tout dernier hôpital de référence dont la première pierre a été posée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, le 1er octobre 2013. Il faut aussi noter parmi les actions du ministère de la Santé publique la dotation des hôpitaux nationaux de Niamey et Zender en scanners et équipements médicaux dans le cadre de la coopération chinoise ainsi que la dotation des 7 centres mères enfants en équipements médicaux et mobiliers et des ambulances dispatchées dans les régions, notamment à Maradi et Tillabéri. Signalons encore en 2013 le recrutement des agents de santé, dont des médecins chirurgiens internationaux, par le PNUD et l'UNFPA et des auxiliaires, ainsi que l'équipement des structures sanitaires en moyens de communication. En conclusion, on peut retenir qu'au cours de l'année 2013, plusieurs réalisations importantes ont été faites par les autorités en charge de la santé. Il ne reste plus qu'à ces dernières de chercher des solutions adéquates aux différentes difficultés rencontrées par ce secteur, avec l'appui bien sûr des partenaires techniques et financiers pour l'amélioration de la santé des populations nigériennes. Restons dans ce volet santé avec le ministre de la Santé publique qui a au terme de sa mission de supervision de formation sanitaire de la région d'Agadez, notamment dans l'Aïr, dressé le bilan de sa tournée en profondeur. Extrait de sa synthèse avec Nassirou Kinakale et Hachim Mohamed. Au long de la mission, nous avons échangé avec la population sur des sujets d'intérêt national, à savoir la consolidation de la paix, le respect des lois et règlements, la lutte contre la consommation de stupéfiants et la production et consommation de produits locaux dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3R. Mesdames, Messieurs, cette mission nous a permis de procéder au lancement officiel de la caravane de sensibilisation et de conseil de dépistage volontaire et confidentiel au sein des forces de défense et de sécurité, à la remise officielle de 3 ambulances pour les districts sanitaires de Chirozérine et d'Arlé, à la réception de la maternité du centre de santé intégré de Gougaram, construite par l'ONG HD Tamat, à la réception d'une ambulance offerte par l'Organisation internationale pour la migration au centre de santé intégré de Gougaram, à la réception d'un don de médicaments et de matériel technique pour 11 centres de santé intégrés du district sanitaire d'Arlit, offerts par le groupe Areva à travers l'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique. Mesdames, Messieurs, au terme de cette mission, il m'est agréable de faire une mention spéciale au gouverneur de la région d'Agadez et son équipe, qui, en dépit de ses préoccupations, nous a accompagnés tout au long de la mission. À monsieur le représentant du président du conseil régional d'Agadez, à monsieur le préfet, les maires, aux chefs traditionnels et aux leaders religieux pour leur disponibilité et leur engagement à accompagner nos services pour l'amélioration de la santé des populations, aux partenaires techniques et financiers pour leur appui constant dans le renforcement du système de santé, à l'UNICEF et à l'UNFPA pour leur participation effective à la présente mission, aux forces de défense et de sécurité pour la facilitation de la mission, à la presse pour sa contribution à la promotion de la santé, à la population pour son accueil chaleureux. Mano Ghalia, par la même occasion, décerné des témoignages officiels de satisfaction à certains responsables pour tous les efforts qu'ils ont consentis en vue de la promotion de la santé des populations dans la région d'Agadez. Il s'agit du maire de la commune urbaine d'Arlit, Abdurrahman Mouli,
et le chef CSI Delmeki Moussa Hamadou. Le gouverneur de la région de Zender a accueilli hier nuit les retournés de la République centrafricaine ressortissants de la région en provenance de Bangui. Ils sont au titre de la région de Zender 18 hommes, femmes et enfants pris en charge par l'État du Niger. Garba Maman Kabiru, Ali Abdou. Il était 22h30 quand le bus qui transportait ces 18 compatriotes est épargné de cette fâcheuse situation qui sévit en République centrafricaine par l'État du Niger sous l'égide du président de la République Issoufou Mahamadou qui fait de la sécurité des Nigériens de l'intérieur du Niger comme ceux de la diaspora. La priorité de ses priorités faisait son entrée à l'agence Nijima Transport Voyageurs de Zender. Était présent pour les accueillir le gouverneur Kalla Moutari, le secrétaire général de la région de Zender, l'honorable Aboubakar Sanda Oumarou, sultan de Zender, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité et autres hautes personnalités venus magnifier leur affection, soutien et solidarité à ces Nigériens qui, grâce au bon sens, à la vision positive et au patriotisme sans commune mesure du chef de l'État Issoufou Mahamadou, ont pu échapper à cette guerre centrafricaine pour enfin se retrouver parmi les leurs dans leur terroir. Prenant la parole à cette heureuse occasion, le gouverneur de la région Zender, tout en souhaitant la chaleureuse bienvenue à ses 18 concitoyens et un très bon séjour parmi les leurs, a rendu grâce à Allah qui a permis à ses compatriotes d'être épargnés d'une tragédie aux conséquences incalculables et qui, aujourd'hui, trouvent leur sourire et la joie d'être enfin parmi leurs parents, proches et connaissances qu'ils ont quittés il y a belle lurette. Kalla Moutari, tout en se réjouissant de leur parfait état de santé, a, au nom de la population de la région de Zender, réitéré sa profonde gratitude au président de la République, Issoufou Mahamadou, artisan de cette action hautement salutaire. Vous savez qu'il se passe des choses extrêmement graves et dramatiques dans ce pays. Le gouvernement a fait l'effort de rapatrier des centaines de nos compatriotes qui y vivent. Nous sommes venus les féliciter d'être rentrés sains et saufs à la maison. Nous sommes venus les féliciter d'être sortis de ce bourbier et partager la joie de leur famille et de leurs parents de s'être retrouvés à la maison en bonne santé. Nous sommes venus aussi leur prodiguer de conseils pour qu'ils continuent de prier pour ceux qu'ils ont laissés là-bas et de continuer de prier pour notre pays afin qu'il reste en paix, parce que la paix, c'est le principal trésor que nous avons. A noter qu'après cet accueil empreint de chaleur et de solidarité et sur instruction du gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, des dispositions idoines et autres mesures appropriées ont été séances tenantes prises pour l'hébergement et la restauration ainsi que toutes les commodités d'un bon séjour à Zender de ces retournés de la République centrafricaine avant leur acheminement dans leurs foyers respectifs. Cérémonie hier après-midi à Tawa du lancement de la mission d'identification et de validation des projets financés dans le cadre du programme de relancement dans les zones post-conflit des régions de Tawa et d'Agadez. C'est le président de la haute autorité à la consolidation de la paix qui a donné le coup d'envoi de cette mission qui durera du jour. Assoumati Djani, Laolissini. Soucieux de la stabilité de la paix dans le pays, son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a instruit la haute autorité à la consolidation de la paix à engager des actions urgentes pour faire face aux causes potentielles de conflits dans certaines communes sensibles sous la houlette du président de la dite institution, le colonel-major Mahamadou Aboutarka. D'où ce lancement de la mission d'identification et de validation des projets financés dans le cadre du programme de relèvement dans les zones post-conflit des régions de Tawa et Agadez. Il s'agit pour la haute autorité à la consolidation de la paix d'intervenir de façon à renforcer la résilience des communautés. Ces actions contribueront sans doute à l'accélération de l'initiative 3N dans ces contrées. Pour la région de Tawa, 3 communes sont concernées pour le moment par cette opération. Il s'agit de la commune de Azaï, Kaou et Telia. S'agissant de la région d'Agadez, 4 communes sont concernées. Il s'agit de la commune de Danet, de Gougaram, d'Aderbisnat et Dingal. Il est important de rappeler
que 2 premières phases de cette opération ont déjà concerné 10 communes de la région de Tawa ainsi que 15 communes de la région d'Agadez pour un montant total de 300 millions de francs CFA à raison de 20 millions par commune. Il me plaît de souligner à ce niveau que les objectifs et les résultats attendus de ces micro-projets ont été atteints à 90% et le taux de réalisation financière a été de 100%. En plus de cet effort important fourni par l'État sur fonds propres, l'instrument de stabilité qui est financé par l'Union européenne et le Royaume de Danemark a couvert les 15 communes de la région d'Agadez ainsi que les communes suivantes de la région de Tawa, Abalak, Kaou, Tintabaraden, Tassara, Tiliya, Tamaya, Akobonu et Azay. Toutes ces interventions seront également renforcées par l'exécution d'un projet JPAD, Jeunes, Paix et Développement, d'un montant de 3 millions de dollars qui interviendra essentiellement dans 2 communes, à savoir Tintabaraden et Tassara. Intervenant à son tour, le gouverneur de la région de Tawa, Salif Barmo, a salué l'engagement sans faille des autorités de la 7e République en faveur de la paix, gage de tout développement. Il a pour terminer encouragé vivement les autorités administratives communales ainsi que les services techniques à s'approprier ces actions de la haute autorité à la consolidation de la paix en vue de garantir le meilleur impact au niveau des bénéficiaires. Le gouverneur de la région de Maradi a visité hier le Goulbi de Maradi. Il s'agit pour Amadou Babale de constater de visu l'effectivité des lâchers de eau à partir du barrage de Djibia au Nigeria au profit de cette vallée où la culture irriguée est pratiquée intensément. Kassoumutari Mamanomoro. Cette visite du gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, sur le Goulbi de Maradi, qu'accompagne le président du conseil régional Patibala, le secrétaire général adjoint de la région, le coordinateur régional de l'initiative 3N, celui du projet PEMERSA et plusieurs cadres techniques régionaux, s'inscrit dans le cadre des résultats des négociations sur la gestion équitable des eaux partagées et pour laquelle les plus hautes autorités du Nigeria et de notre pays ont donné des directives fermes dans les régions frontalières de 2 pays sous l'arbitrage de la commission mixte nigéro-nigérienne de coopération. Rappelons également que c'est suite à la visite effectuée par le président de la République chef de l'État, Issou Mahamadou, dans la région de Maradi en 2013, que des instructions ont été données au ministre en charge de l'agriculture et au gouverneur de Maradi pour engager des échanges directs avec les autorités du Nigeria sur la question de la gestion des eaux partagées, particulièrement les ressources en eau de la vallée de Goulbi Maradi. Pour l'exécution de ces instructions du président Mahamadou Issoufou, 2 missions conjointes ont été effectuées à Abuja en juin et novembre 2013 sous la conduite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulabou. À l'issue de cette visite au niveau du barrage de Djibia, sur les 5 premiers kilomètres du lit du Goulbi, il a été constaté l'effectivité du flux d'eau lâché, mais qui avançait doucement compte tenu du caractère sec du lit du Goulbi. Aujourd'hui, le flux continue à s'écouler dans le lit mineur du Goulbi, avec le front qui a déjà atteint la hauteur de Tangado dans le département de Guidaormji, au grand bonheur des producteurs exploitants du Goulbi, renfermant un potentiel en termes irrigables estimé à plus de 15 000 hectares. Tout un potentiel qui peut servir dans l'atteinte des objectifs de l'initiative. La recharge de la nappe phréatique, mais aussi elles vont permettre aux populations, aux producteurs de la région de Maradi qui sont sur le Goulbi d'intensifier les cultures de décrue et les cultures irriguées tout le long du Goulbi, notamment les 120 km que j'ai dit tantôt. Il faut aussi noter l'implication effective pour ces lâchers d'eau du projet de mobilisation des ressources en eau pour la sécurité alimentaire dans la région de Maradi, Tawa et Zander Pemersa,
pour avoir participé aux différentes missions effectuées dans ce cadre au Nigeria. Ces lâchers d'eau favoriseront sans nul doute la recherche de la nappe phréatique et du coup permettront aux producteurs d'intensifier des cultures de décrue et irriguées tout au long de cette grande vallée qui s'étend sur une boucle de plus de 120 km du village de Dan Abdallah dans le département de Madaroufa à celui de Souloulou dans le département de Girarumji pour se retrouver encore à Sabon-Birni dans l'état de Sokoto au Nigeria. Le laboratoire du CS franco-arabe Cheikh Omar Ismaël du quartier Taladié de Niamey vient d'être réhabilité grâce au concours financier d'un opérateur économique de la place. Ce laboratoire sera fonctionnel incessamment grâce au matériel fourni par le PRODEFA pour une valeur de 32 millions de francs CFA. Abba Moussa Touman, Issouf Samel. Le laboratoire du CS franco-arabe Cheikh Omar Ismaël de Taladié il y a une dizaine de jours. Ce même laboratoire aujourd'hui. Cette métamorphose s'est effectuée grâce au concours bienveillant d'un opérateur économique de la place qui a compris que l'éducation de nos enfants reste et demeure la priorité des priorités. Un acte patriotique que le gouverneur de la région de Niamey, M. Hamidou Garba Mamadou, a tenu à saluer de vive voix. Je suis très content de constater que juste après avoir été informé de la situation qui prévalait au niveau de ce centre scolaire, nous avions fait appel à un Nigérien qui a bien voulu nous accompagner dans cette mission de redynamisation ou bien de valorisation du système éducatif au niveau de la région de Niamey. Juste après avoir constaté, j'ai lancé un appel auprès de Alhaji Raja, qui est un opérateur économique de la place, et qui avait tout de suite diligenté une mission d'évaluation des réparations à faire et qui était parti faire ce travail-là en 48 heures, donc 2 jours juste après notre visite. Ça me va droit au cœur parce que tout simplement l'entreprise Raja a fait ce travaux gratuitement, et je rappelle bien gratuitement. C'est le lieu, en tout cas, de lui témoigner toute notre satisfaction, de le remercier du fond du cœur et surtout d'inviter les autres opérateurs économiques à lui emboîter le pas. Sentiment de satisfaction également du côté des élèves qui expriment leur reconnaissance et leur gratitude. Monsieur Moumin Saïd, le secrétaire général adjoint de la section USN. On est très content de voir que vraiment notre laboratoire a été réhabilité. Voilà, donc déjà on sait que ça va nous permettre de pratiquer les sciences qu'on étudie à l'école. Parce que depuis très longtemps, nous on étudie les cellules et tout ça. Là. Par exemple, moi je suis en classe de terminale cette année, je n'ai jamais vu un microscope, jamais pratiqué une expérience sur un microscope. Donc cela va nous permettre d'aller profondément dans les sciences que nous sommes en train d'étudier. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne chose. Les élèves sont très contents de cela. À présent, le matériel fourni par le PRODEFA, le projet de l'enseignement franco-arabe d'une valeur de 32 millions, peut être installé en toute quiétude à la grande satisfaction des élèves et des enseignants de cette école. Une école qui a réussi également à réaliser les travaux de franchissement afin d'accéder dans l'enceinte de l'école. Retour dans la région d'Agadez, à Arlit précisément, où 2 bandits armés ont tenté d'enlever hier un véhicule tout-terrain en pleine activité au marché de bétail. Véhicule appartenant à un particulier. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité épaulées par la population locale a permis de mettre la main sur un des malfrats et de récupérer une arme et des munitions. Mohamed Madou, Nassir Nakakali. Cette tentative avortée d'enlèvement de véhicules tout-terrain d'un particulier par 2 individus armés s'est produite hier aux environs de 13 h en plein marché de bétail de la commune urbaine d'Arlit. Les assaillants, selon un mode opératoire devenu classique dans la région, braquent le conducteur qui cédera sous la menace de mort les clés de la Toyota. Ils s'emparent du volant, démarrent en trombe pour se dégager et prendre le large. Mais c'était sans compter avec la vigilance de la population. La mobilisation des habitants des quartiers avoisinants, rejoints plus tard par les forces de défense et de sécurité, fera échec à la triste besogne des bandits armés. Au cours de la course-poursuite immédiatement engagée dans la ville d'Arlit, le véhicule aux mains des agresseurs percutera les murs de plusieurs maisons avant de s'immobiliser. Les occupants prennent la fuite à pied dans une manœuvre désespérée de s'échapper.
Fort heureusement, les éléments de la garde nationale, arrivés les premiers sur les lieux, ont réussi à maîtriser l'un des malfrats. Le second, en cavale, est activement recherché. D'après les explications du lieutenant Assarid Al-Mustafa, commandant par intérim du peloton de la garde nationale d'Arlit, l'opération a permis de récupérer une arme de guerre AK-47 et un lot de munitions. Le secrétaire général de la préfecture d'Arlit, Ibrahim Hamma, à qui le matériel saisi a été présenté, a félicité et encouragé l'effort de défense et de sécurité. Les FDS, dont la prompte réaction a réellement porté ses fruits. Je tiens à remercier très sincèrement tous les FDS pour la promptitude avec laquelle ils ont agi. Très vite, ils ont bouclé l'endroit, ils ont bouclé et cerné les quartiers. Et puis les états sont là. Il y a un des bandits qui a été arrêté, une arme récupérée et les véhicules enlevés. Donc, au nom des autorités de la 7e République, je tiens à remercier tous les FDS qui sont enrôlés dans cette poursuite. Et je les exhorte à beaucoup plus de vigilance. Restons dans cette région où un réseau de voleurs spécialisés dans les vols de motos dans des habitations opérant dans la commune urbaine même d'Agadez a été démantelé par les éléments de la police d'Agadez le 3 janvier 2014. Ce matin, ces individus ont été présentés dans l'enceinte du commissariat de la... Une surveillance mise en place depuis des semaines par les éléments de la police d'Agadez vient d'apporter ses fruits à la grande satisfaction de la population. Il s'agit en effet de 12 voleurs opérant à Agadez qui ont été interpellés par les éléments de la police d'Agadez. Ce matin, c'était au cours d'une cérémonie organisée pour l'occasion que le commissaire principal de la police d'Agadez, Aboubakar Saka, en présence du substitut du procureur de la République, a procédé à la présentation de ces 12 personnes et du matériel volé. Un appel à la population pour collaborer avec les services de sécurité a été lancé pour dénoncer tout individu ou comportement suspect. L'officier de police Massaoudou Amadou, chef de la police judiciaire et administrative de la région d'Agadez, explique. Depuis un moment, on constate, comme chaque année d'ailleurs, une recrudescence du nombre de vols de nuit dans la ville d'Agadez. Nous nous sommes ces derniers temps intéressés aux différents réseaux qui sévissent dans la ville d'Agadez. Certains de ces réseaux agissent dans le vol de motos et d'autres dans les vols dans les habitations. Depuis 2 semaines, nous avons mis en place un dispositif de surveillance qui nous a permis de mettre la main sur 12 individus qui agissent en bande plus ou moins structurée. Et 8 motos, 95 couvertures libyennes, 90 nattes plastiques, 46 costumes prêts à porter, du matériel préfabriqué pour monter une tente, des fournitures scolaires et de l'huile végétale. Nous lançons un appel à la population d'Agadez de collaborer avec les services de sécurité et en dénonçant tout individu ou agissement qui leur paraissent suspects. Du sport, Ligue 1 Orange, football, 5e journée et à Zender avec le derby ayant mis aux prises samedi dernier l'Espoir Football Club et Al-Khali Nassara Club dans un stade Léon Didi Manzo plein, un derby qui s'est soldé au finish par un score de parité. Garba Mamankabiru et Ali Abdou. Il fallait s'y attendre car cela n'est pas un fait inédit, mais une tradition bien établie depuis des années quand il s'agit d'un face-à-face Espoir Football Club, Al-Khali Nassara Club, une empoignade à chaque fois qui suscite un intérêt particulier, une ferveur et une ambiance joviale, une ambiance de grand jour, ma foi festive, quelque peu carnavalesque, où dès la veille et jusqu'aux heures ultimes, c'est le principal sujet dans toutes les discussions à Zender. Et à 3 heures du coup d'envoi, comme c'est le cas de ce samedi 4 janvier 2014, à l'occasion de ce derby, pratiquement un classico à la Zenderoise, la devanture du stade Landidi Manzo et ses alentours sont pris d'assaut par ces fans du football ou pour se frayer un chemin et pour s'acheter le ticket ou pour passer à la porte d'accès, cela constitue un véritable parcours de combattants.
Dans les tribunes et les gradins, l'ambiance est un peu plus électrique avec ces milliers et milliers de supporters qui, à tue-tête, ovationnaient les rouges-blancs de l'Espoir et les jaunes-bleus de l'Al-Khali Nasra Club qui, dès l'entame de la partie, ont engagé les hostilités sur les chapeaux de roue à la manière d'une voiture de Formule 1. La première période, les 22 protagonistes ont livré une partie plus ou moins équilibrée avec cependant un espoir plus réaliste et entreprenant qui a pris quelques initiatives lui a de peu permis à concrétiser ce furia, mais vont pêcher dans la précipitation pour rater 2 occasions nettes de but pendant la première demi-heure de jeu. La seconde période va donner à l'Al-Khali Nasra Club l'occasion de prendre du poil de la bête et imposer son rythme à l'Espoir Football Club dont la défense a eu toute la peine du monde à arrêter ce feu follet de Eric Gaou. Ibrahim Doumbia et ses coéquipiers du Nassara étaient sur toutes les balles, mettaient du coup à rude épreuve les joueurs de l'Espoir avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête de la défense des Rouges-Blancs qui n'ont eu le salut qu'à travers le manque de chance des jeunes bleus du Nassara avec au coup de sifflet final de Daouda Gomni qui a bien réussi sa mission, ce score de parité nul et vierge. Et comme je le disais, une réforme des examens du certificat de fin d'études du premier degré, CFEPD, et du certificat d'études primaires élémentaires franco-arabe CEPE-FA vient d'être adoptée par notre pays à compter de cette session 2013-2014. L'annonce en a été faite ce jour par le directeur des examens scolaires, des concours professionnels et de l'orientation du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique à travers une conférence de presse. Cette réforme est la suppression des examens du CFEPD et du CEPE franco-arabe dont le diplôme reste sans aucune valeur marchande de nos jours. Et c'est la partie magazine de cette édition. Bonne réception à tous. Notre intervention s'articule autour de 7 points qui sont eux-mêmes ponctués de sous-points. Les points sont les suivants: le contexte et la justification de la réforme, les objectifs de la réforme, les avantages de la réforme, les évaluations trimestrielles, les modalités d'orientation, les sanctions en cas de fraude et les mesures d'accompagnement. Par rapport au contexte et à la justification, il faut dire que notre réforme tire sa légitimité de la loi numéro 98/12 du 1er juin 1998, la loi d'orientation du système éducatif nigérien, qui stipule en son article 2 que l'éducation de base est garantie à tous les enfants âgés de 4 à 18 ans. Elle a pour mission de munir l'élève de connaissances et d'aptitudes lui permettant de poursuivre son éducation et sa formation et participer par voie de conséquence au développement économique et social du pays. Elle comprend le préscolaire qui dure 1 à 3 ans, le cycle de base 1 qui dure 6 ans et le cycle de base 2 qui dure 4 ans. À l'issue du cycle de base 1, les modalités d'accès au cycle de base 2 sont définies par voie réglementaire, c'est-à-dire l'organisation des examens du CFEPD et du CEPE-FA. En effet, dans le contexte actuel de notre système éducatif, la réussite à ces examens constitue la condition sine qua non pour effectuer la transition entre le cycle de base 1 et le cycle de base 2. Ainsi, ces examens consacrent une rupture entre les 2 cycles de l'éducation de base et constituent par là même une limite à la vision étendue de cet ordre d'enseignement, alors que nous nous acheminons inéluctablement vers l'échéance de la scolarisation universelle.
Le deuxième sous-point est l'objectif de la scolarisation universelle complète. Notre pays a souscrit à l'objectif de la scolarisation universelle complète. Et à ce titre, il a élaboré et mis en œuvre le programme décennal du développement de l'éducation P2E. Ce programme a permis certes d'enregistrer des progrès appréciables en termes d'accès. Mais vous convenez avec moi que le résultat en termes de qualité n'était pas au rendez-vous. Et à ce niveau, l'option qui a été retenue, c'est la réforme de notre curriculum, avec comme paradigme d'entrée l'introduction des langues nationales. Le troisième sous-point est le souci de l'intégration dans l'espace UEMOA. C'est là pour faire suite à un séminaire organisé par l'UNESCO Breda, bureau régional de Dakar, pour chercher les voies et moyens pour la mise en œuvre d'une éducation de base étendue sur 9 à 10 ans. Le troisième sous-point, la faible valeur marchande du diplôme du CFEPD et du CEPE-FA. Et ces diplômes-là n'ont pas aujourd'hui la même valeur qu'ils avaient il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, ils n'ont pas une grande valeur. D'ailleurs, le niveau de recrutement de notre fonction publique est aujourd'hui le BEPC. Le cinquième sous-point, la faible objectivité des résultats des examens. Vous conviendrez avec moi que ces examens, lors de leur organisation, sont entachés de fraude, de repêchage, de notes de complaisance. Alors que nous visons à travers cette réforme une objectivité dans l'évaluation des élèves. Les résultats actuels ne reflètent nullement le niveau de nos élèves. Le sixième sous-point, le fort taux de déperdition du CI au CM2. Et là aussi, vous conviendrez avec moi que plusieurs élèves quittent le système entre le CI et le CM2, alors que l'engagement de son Excellence, le Président de la République, est une école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Le septième sous-point, le taux de déperdition en classe de 6e. Plusieurs élèves quittent l'école à partir de la 6e. À titre d'exemple, à Difa pour la période 2006-2010, à moins de 21% d'élèves ont redoublé et 31% ont été exclus. À Niamey, dans la même période, 22% ont redoublé et 21% ont été exclus. Peut-on continuer à être inattentif à ces forts taux de déperdition, à cette hécatombe? Assurément non. C'est pour toutes ces raisons que le forum tenu à Niamey le 15 septembre 2011, après avoir écouté les résultats des forums régionaux, a opté, après avoir écouté les résultats des forums régionaux, a opté pour la réforme des examens du CFEPD et du CEPE-FA. Le deuxième grand point
c'est les objectifs visés par cette réforme. Que vise cette réforme? Que vise la réforme des examens du CFEPD et du CEPE-FA? D'abord, évaluer l'organisation de ces examens, mener une réflexion pour une réforme des examens du CFPD et du CEPE-FA qui tiennent compte de l'effectivité d'une éducation de base de 10 années, c'est-à-dire du CI à la 3e, et proposer une réforme de ces examens qui a une valeur pédagogique, qui a une valeur ajoutée sur le plan pédagogique. Voilà donc les objectifs visés par la réforme. Pour ce faire, pour mettre cette réforme en place, le MEP a créé un comité ad hoc par arrêté numéro 148 Ben SG DGEB du 1er novembre 2010 qui a pour objectif de réfléchir sur la réforme. Ce comité a tenu des forats régionaux. À ces forats régionaux ont pris part les organisations syndicales, les organisations de la société civile, les enseignants. Le comité a aussi mené des missions d'information et d'impréhension dans un certain nombre de pays qui ont une avance dans le domaine de l'éducation de base étendue. Il s'agit principalement du Mali et du Djibouti. Les résultats des travaux de ce premier comité ont fait l'objet d'un partage. Après donc cet épisode, le ministère de l'enseignement primaire a mis un second comité en place. Par arrêté numéro 0051, MEN APLN, secrétaire général, Direction générale de la formation et des curricula d'ESPO, du 22 février 2012, qui a pour objectif cette fois-ci de réfléchir sur les modes d'évaluation et les modes d'orientation. Les résultats des travaux de ce comité ont fait l'objet d'un partage lors de la réunion des cadres qui s'est tenue en mars 2013 à Maradi. Et ont pris part à cette réunion de partage tous les inspecteurs, tous les directeurs départementaux et les cadres centraux. À cette réunion, il a été confirmé l'adhésion de tous les acteurs à la réforme des examens du CFEPD et du CEPE-FA. Après donc tous ces forats, nous avions eu aussi à travailler avec le ministère de la Culture, Sport et Jeunesse et le ministère de la Formation professionnelle. De quoi s'agit-il? Il s'était agi de voir comment ces deux ministères peuvent-ils accueillir le flux d'élèves issus de la réforme. Après